Voilà, nous sommes connectés. Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire. Ravi de vous accueillir. On vous laisse vous connecter tranquillement. Vous avez ce chat, hein, comme toujours. N'hésitez pas à l'utiliser dès maintenant. On gardera un œil sur ce que vous nous dites là pendant 45 minutes. On est ensemble pendant 45 minutes. Et je suis ravi d'accueillir les deux coprésidents de l'Alliance du diagnostic immobilier. Bonjour Lionel Janot. Bonjour à tous. Co-président de l'Alliance du diagnostic immobilier, ex-président de la FIDI, on va revenir sur toutes ces évolutions. Et bonjour Yannick Henouche. Bonjour. Et donc ex-président également de la CDI, la Chambre des diagnostiqueurs immobiliers, CDI, FIDI, deux organisations historiques de notre métier qui disparaissent, enfin qui disparaissent. Vos adhérents sont là et toujours là, bien sûr. Mais vous fusionnez donc dans cette nouvelle organisation, l'Alliance du diagnostic immobilier. On va reparler, bien sûr. Vous allez nous la présenter. Et puis, on abordera avec vous, tous les deux, si vous voulez bien, d'autres sujets aussi qui nous paraissent importants chez Diagactu, qui impactent en tout cas les diagnostiqueurs là, dans leur quotidien. Ce contexte réglementaire qui est tellement lourd que beaucoup d'entre eux, enfin un grand nombre en tout cas, arrêtent l'activité. Il y a un certain ras-le-bol hein, qu'on ressent bien dans notre profession actuellement, qui date pas d'aujourd'hui, mais qui est quand même particulièrement important depuis quelques mois. Je parle notamment évidemment du régime de certif DPE et de son extension audit, et puis aussi ces DPE de complaisance, qui est un sujet très très médiatisé, qui participe malheureusement encore une fois, la dégradation de l'image de notre profession, et ce serait intéressant là aussi qu'on vous entende sur ce sujet-là. Et puis l'autre sujet aussi, c'est aussi cette représentation de la profession. Il y a la fusion de la FIDI et la CDI, mais aussi beaucoup d'initiatives actuelles. On va aussi le commenter ensemble. Beaucoup d'associations et de fédés qui se créent actuellement. On va démarrer avec Lionel. La question est toute simple. Quelles sont les raisons de la création de l'Alliance du diagnostic immobilier? Voilà. Alors, les raisons, c'est le bon sens, la nécessité, l'efficacité. Mhm. Euh, comme vous le savez, depuis février de l'année dernière, avec Yannick, de façon assez simple, euh, on s'est demandé s'il ne fallait pas faire quelque chose ensemble et de se réunir. C'est pour ça qu'on a créé la plateforme politique qui était l'Alliance. Et aujourd'hui, c'est de ne faire plus qu'un, et c'est le cas par le biais de l'Alliance. Donc aujourd'hui, l'ex-FIDI et l'ex-CDI sont l'alliance. Donc ne disparaissent pas, on fusionne. Donc on met en commun nos forces, nos ressources, nos idées euh, et notre énergie. Ouais. Yannick, hein, c'est une suite logique des travaux que vous avez fait en commun depuis plusieurs mois. Je pense notamment à la négociation sur le régime de certification, etc., auprès du ministère de la DHUP. Hein. Notamment, mais c'est surtout une suite logique de ce qui se passe sur les métiers de diag depuis 20 ans. Ça fait 20 ans qu'on existe, ça fait 20 ans que les pouvoirs publics, malgré tout ce que disent parfois la presse, nous font confiance, renforcent notre positionnement sur la chaîne de valeur du logement, l'accompagnement des locataires, des propriétaires. On a un rôle essentiel. Depuis la loi climat résilience, le DPE est devenu l'axe central des choix d'investissement des particuliers. Et donc le DPE est devenu un objet qui est rentré dans les mœurs que tout le monde connaît aujourd'hui, dont tout le monde parle. Et l'exigence du diagnostiqueur envers les pouvoirs publics est de travailler mieux, répondre aux attentes. C'est des marchés colossaux pour nos entreprises. Et aujourd'hui, on a vu, Lionel et moi, des demandes de la part des cabinets du ministre du Logement, de la part de la DHUP, etc., de plus en plus être récurrentes. Comment on peut améliorer les choses? Qu'est-ce que on peut faire pour renforcer votre filière, etc. Et on se retrouvait tous les jours dans les cabinets ministériels. Donc, à un moment donné, on s'est dit, bah, écoute, il faut qu'on crée notre syndicat, notre premier syndicat. L'Alliance est le premier syndicat qui peut représenter notre filière dans les organismes paritaires. On n'est pas une association. Dans les sujets de négociation salariale, de création de diplômes, etc. Et ça nous paraissait évident, naturel, qu'après ces années de travail chacun dans nos coins, on puisse mutualiser nos forces pour créer un, une vraie filière qui est une vraie représentativité. Ouais, un syndicat puissant, hein, effectivement, à l'Alliance du diagnostic immobilier. Quels sont les objectifs de l'organisation à court terme ou à plus long terme, Yannick?
Bah c'est ce que j'évoquais juste avant, Mm, c'est de travailler avec les pouvoirs publics pour justement réajuster les problèmes de certification, mm, créer l'écosystème d'une vraie filière autour d'une convention collective, peut-être demain un vrai diplôme, qu'on soit reconnu mm, non pas comme un maillon perturbant, mais plutôt comme un axe central de la réflexion autour du logement, hein, comment on va mm, transformer nos logements autour de la transition énergétique, comment on va sécuriser les acquéreurs. Clairement, aujourd'hui, on est devenu l'alpha et l'oméga, je l'avais évoqué lors des dernières VDI. Il est important que le diagnostic existe de manière totalement indépendante, qu'il puisse être une force de proposition. On a souvent été, nous, depuis 20 ans, une force de réaction. C'est-à-dire, on se levait le matin et on recevait un décret. mm, Tiens, on a encore eu ce sujet-là qui nous tombe dessus et on s'adaptait. Nos entreprises mm. sont très adaptables. On nous critique beaucoup, mais on est une profession qui est sur le terrain à la fois pour sécuriser les biens et en même temps on réagit à la réglementation. Là, on veut juste monter quelques marches pour se mettre au niveau des pouvoirs publics, du Conseil national de l'habitat, de la DHUP, et pour qu'on négocie en amont les évolutions réglementaires et plus qu'on arrête de les subir. C'est ça. Ouais, Lionel, hein, on peut être force de proposition davantage là, grâce à cette nouvelle entité. Alors, non seulement on peut être force de proposition plus conséquente, mais Mm, surtout, c'est qu'il y a les pouvoirs publics, et donc c'est important d'être représentatif et de parler d'une seule voix auprès des pouvoirs publics, parce qu'ils sont en attente à la fois de propositions et pas forcément de réactions, parce que c'est vrai que ce que vient de décrire Yannick, c'est tout à fait juste. mm, Euh, et surtout, c'est d'être aussi un partenaire où on peut échanger avec les syndicats de nos clients, c'est-à-dire les professionnels de l'immobilier, les professionnels du bâtiment, puisqu'on est une profession qui est centrée au milieu de qui interagissons entre ces différents mm, professionnels, qui mm, des fois nous reprochent d'exister, mais avec qui ils n'ont pas le choix de travailler. Et c'est très, très important de pouvoir avoir un échange. On a les échanges avec les énergéticiens, les bureaux d'études sont indispensables. Et pourtant, le dialogue est compliqué. Et ça, on doit pouvoir le mener sereinement et j'allais dire en une fois et tous ensemble et de façon représentative. Donc c'est vrai pour l'ensemble des professions avec lesquelles on doit travailler, mais Alors, vous vous en toute regroupez, indépendance. très bien, c'est effectivement bien de le préciser, vous vous regroupez tous les deux, effectivement, il s'agit bien d'une fusion, et puis d'autres associations, par contre, se créent. Alors, on assiste à une sorte d'éparpillement, et puis là, particulièrement depuis quelques mois, une effervescence d'initiatives de tout genre, là, dans notre profession. Chacun veut la représenter, évidemment, en fonction de ce qu'il pense pouvoir défendre comme valeur de notre profession. Alors, on a la création de l'ONEDI, de l'ANDI depuis quelques semaines ou quelques mois. On a quelqu'un qui appelle aux états généraux des DPE et qui souhaite créer un Conseil national du diagnostic immobilier. On a des projets de constitution d'un ordre des diagnostiqueurs. Je passe évidemment sur Cydiane, FedExpert, LDI qui est un peu en sommeil. Voilà, là on est quand même face à un éparpillement de notre représentation. Comment vous analysez ça, Lionel? Est-ce que c'est un risque là pour notre profession? Alors, euh, toutes les initiatives sont louables. Mm, Bon. Après, il faut qu'elles puissent résister et durer dans le temps. On parle en connaissance de cause, que ce soit CDI ou la FIDI, on existe depuis longtemps, mais on n'existe pas parce qu'on est tout seul. Il y a des équipes derrière, il y a des adhérents qui permettent de reprendre le relais, il y a des moyens, parce que mine de rien, on est sur des logiques bénévoles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut des adhésions, d'une part, mais d'autre part, c'est qu'il faut de l'investissement sur du temps qui n'est pas du temps, enfin qui est du temps de travail, mais qu'on ne consacre pas à nos entreprises pour le mettre à disposition des uns et des autres. Et ça, mm. c'est capital. Alors oui, on peut réagir par rapport et on a des problèmes au quotidien par rapport à, on y reviendra peut-être par rapport à la logique de certification, par rapport au DPE, sur lequel il y a des aménagements encore à faire, et sur lequel il est nécessaire de travailler. Mais on ne travaille pas tout seul. On travaille avec plusieurs professionnels d'obédiences différentes, avec des idées différentes, sur lesquelles il faut travailler sur du long terme pour pouvoir aboutir à quelque chose. Et les différentes initiatives qu'on peut voir, est-ce qu'elles vont durer dans le temps?
à voir. J'en suis pas certain et c'est pas la première fois qu'on voit différentes créations. Ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas que ça vienne perturber le message qu'on essaye de transmettre dans l'intérêt collectif. Et c'est ce qu'il faut retenir. C'est-à-dire que ce qu'on fait là, on le fait dans l'intérêt de nos entreprises, mais dans l'intérêt de toutes les entreprises. Et si on est tous à dire des choses en simultané, de façon différente ou pas tout à fait pareille, bah, on donne la part belle au pouvoir public ou aux professionnels ou aux gens qui veulent nous dire, bah, écoutez les gars, les diagnostiqueurs, c'est des gens qui ont besoin d'être organisés parce qu'ils ne sont pas capables de s'entendre. On n'a pas besoin de ça. On a vraiment besoin, même si on n'est pas d'accord, de pouvoir échanger et de pouvoir trouver des consensus. Et c'est important. C'est-à-dire que je ne reviendrai pas sur le tissu qui nous constitue, hein, mais on a essentiellement des solos et des indépendants, Mm. des entreprises un peu plus importantes, quelques entreprises nationales ou régionales et des réseaux. Et donc, tout ce monde-là, qui font la force du métier, doivent pouvoir parler d'une seule voix. Et ça, c'est très important. Non pas pour nous, mais enfin, pour nous collectivement, pour qu'on soit entendu. Si je peux me permettre de prendre la parole, Alain, ça Mm. prouve bien que cette filière-là a besoin d'une représentativité et d'un syndicat, un vrai syndicat indépendant. C'est l'Alliance. Aujourd'hui, ces créations, ça prouve bien que ce syndicat manque. Moi, je trouve ça formidable que les uns et les autres s'associent, se rencontrent, débattent, etc. Et ça prouve bien que justement, il y avait un manque que toute cette fédération de petites initiatives à droite et à gauche, dont on faisait partie, nous, dans la CDI, ne sont plus viables aujourd'hui dans une période où l'économie nous fait défaut, où le coût de notre certification et notre droit de travailler se renforce, et que les attentes de nos consommateurs sont de plus en plus importants autour du DPE notamment. Et donc, ces initiatives, elles sont positives et on les invite à rejoindre l'Alliance parce qu'on a besoin de réfléchir tous ensemble et pas de manière individuelle. On n'a plus de chapelle à défendre. Et croyez-moi, et là je vais le dire à titre personnel, ça aurait été plus simple de rien faire. Ces derniers mois ont été très difficiles et très particulièrement pour moi à titre personnel. Et ça aurait été plus simple de rester dans notre coin et de m'occuper de mon entreprise. Et là aujourd'hui, ce parcours syndical qu'on est en train d'organiser avec nos amis de la CDI et de la FIDI, c'est aussi pour essayer d'avancer tous ensemble. Donc on invite nos amis à nous rejoindre. Ouais, Yannick, un mot tout de même hein, sur l'historique de la CDI, alors 2007, hein, cette organisation, CDI FNEM en 2007. Tu nous as rappelé hein, que la CDI avait pris son indépendance il y a quelques mois de la FNEM, et puis on voit que la FNEM, visiblement, souhaite recréer une chambre des diagnostiqueurs. Quelle est ton analyse? Un mot sur cette Non, action? je vais pas faire de polémique. D'abord, moi, je Hmm. remercie les différents présidents de la FNIM qui ont su nous organiser parce qu'on était une profession qui n'était pas organisée. Alors, ils ont créé une chambre et à ce titre-là, je les remercie. Aujourd'hui, la loi climat résilience, le métier du diagnostic monte quelques marches. On mérite aussi notre propre fédération. On mérite aussi notre indépendance. Et on mérite aussi de pouvoir réfléchir pour le compte de nos clients, de nos prescripteurs, que sont les agents immobiliers, de manière totalement indépendante. Et c'est ce que aujourd'hui on revendique dans l'Alliance. Ouais, alors dans les différentes velléités là, d'action pour représenter notre profession, il y a, comme souvent depuis 20 ans, régulièrement des projets d'ordre professionnel. Donc l'idée est de proposer de créer un ordre des diagnostiqueurs. Quelle est votre analyse là justement de ces velléités là de création d'ordre, Lionel? Est-ce que c'est quelque chose qui peut apporter à notre profession? Alors, c'est amusant de parler d'ordre encore aujourd'hui. Historiquement, à la FIDI, alors je vais prononcer des noms qui sont connus dans la profession, mais qui ont participé à la constitution de la FIDI, hein. C'était Rabu, Prouzeau, euh, euh, Jean-Jacques Olivier. On parlait de l'ordre. On se disait, il faut qu'on constitue un ordre au départ. On a essayé, on y a réfléchi, et les pouvoirs publics nous ont très vite fait comprendre que de toute façon, ce n'était pas déjà à l'époque, et c'est encore plus vrai aujourd'hui, ce n'est pas dans l'air du temps, ce n'est pas à la fois dans la législation européenne, puisqu'on est l'un des derniers pays qui avons des ordres, et ça tend à disparaître au niveau européen. On cultive la certification et les accréditations, ce qui n'est pas forcément le cas partout encore. Donc,
de vouloir, de s'échiner à constituer un ordre, c'est de l'énergie perdue parce que le dernier qui a été créé, c'est celui des infirmières. Et si vous voyez et si vous demandez aux autorités et au pouvoir public les possibilités de création d'un ordre, c'est une fin de non-recevoir. Donc on peut intellectuellement y réfléchir, mais ça n'aboutira pas. Et je pense qu'il est plus important d'essayer de consacrer notre énergie à des sujets qui nécessitent des réponses plutôt que de se consacrer du temps sur un ordre qui n'aboutira jamais. Il faut bien se rendre compte qu'aujourd'hui, Ouais, peut-être. Oui, pardon, Yannick, Alain, juste continue. Oui. par rapport à l'ordre, on a créé un syndicat. On est le seul syndicat officiellement organisme de représentativité de la profession auprès de tous les organismes paritaires qui existent, auprès des codes du travail pour travailler sur notre future peut-être convention collective notamment. Et on est en capacité de créer un organisme de déontologie, un contrôle de nos façons de travailler, peut-être mettre demain un organisme de sanction de certains brebis galeuses chez nous. Et tout ça, ça peut se faire dans un syndicat. Les autres filières, je pense aux bâtiments, je pense à l'automobile, aux ascenseurs, etc., ils ont tous des fédérations totalement indépendantes comme la nôtre, qui aujourd'hui travaillent main dans la main avec les pouvoirs publics. On n'a pas besoin de créer un ordre qui va être encore beaucoup plus complexe que déjà ce qu'on subit avec nos certifications. Ouais, je voulais vous faire réagir sur une des questions là, qui est passée sur le chat, qui revient souvent, hein. Ça fait là aussi une vingtaine d'années que je vois cette question passer. Pourquoi est-ce que nos représentants actuels ne sont pas eux-mêmes certifiés? Est-ce qu'un président de fédération ou d'organisation professionnelle doit être certifié, être Alors un Lionel est diagnostiqueur de certifié, hein. terrain? Je l'étais. Et Je Lionel ne est le suis plus. certifié. Je Alors, ne le il suis l'est plus. plus. Je ne le suis Bon, plus. voilà. Je ne le Moi, suis je peux plus. faire un petit trait Voilà. d'union, un petit trait d'humour. Je ne suis pas Vas-y, Yannick. certifié, je ne suis pas certifié en effet. Je l'assume parce que j'ai pas le choix, je ne suis pas certifié, mais je ne suis pas sûr que le PDG d'Air France est certifié aussi et a une qualification pour piloter un A320. Je pense pas, je sais que c'est des carences, mais je discute toute la journée, tous les jours avec des diagnostiqueurs. J'accompagne les réflexions de tous nos entreprises qui sont adhérentes dans nos fédérations. Je travaille moi-même j'anime un réseau de diagnostiqueurs et je pense qu'on peut comprendre des enjeux sans forcément en être un acteur. Si c'est un point faible, ben, je peux quitter cette coprésidence, mais je pense que ça permet aussi d'avoir un regard un peu différent de la profession et surtout d'avoir la capacité de développer des idées politiques pour la filière. Parce que clairement, je crois qu'aujourd'hui, ce qu'attendent nos adhérents, ce qu'attendent nos diagnostiqueurs, mais comme aussi nos salariés dans les entreprises, c'est qu'on ait une vision pour cette profession et qu'on arrête de la subir. C'est-à-dire, on ne peut pas être sans cesse en train de subir des réglementations qui sont imposées, qui s'imposent à nous tous les matins. Ce n'est pas possible. On ne peut pas travailler, monter des entreprises, accompagner des salariés à se former, à se diversifier, si on n'est pas en capacité de pouvoir anticiper les changements qu'on va nous imposer demain. Voilà. Et ça, c'est un lobby politique que doit faire la fédération. Et Merci, juste, Yannick. Oui, Lionel. Ouais. juste un petit mot sur le fait que les présidents de syndicats doivent être certifiés ou pas. Bah, c'est comme dans une entreprise. En fait, dans une entreprise qui commence à grossir, c'est-à-dire que quand vous commencez à avoir un certain nombre de salariés, il y a un moment, et c'est ce qui m'est arrivé à titre perso, c'est-à-dire qu'à un moment, vous basculez. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus faire de terrain. C'est-à-dire que vous en faites ponctuellement, puis après vous posez la question, est-ce qu'il faut que je continue à être certifié ou pas? Et puis il y a un moment, vous dites, bah voilà, d'autant plus qu'avec le coût des certifications maintenant, vous dites, si je ne fais plus du tout de terrain, c'est pour signer des rapports? Non, ça ne correspond pas. Les gars qui signent le rapport, c'est le gars qui fait du terrain. Et donc il y a un moment, il faut être cohérent. Euh, et j'allais dire, être à la tête d'un syndicat sans être certifié, il faut lister dans ce cas-là les problèmes que ça peut créer. Par contre, il y a une question qui s'est posée auquel on a répondu, c'est que des gens qui sont à la tête des syndicats ou administrateurs doivent être en activité. Parce que ça, c'est important dans une profession qui tend à évoluer et puis qui tend à vieillir, parce que nous, on commence à être des vieux chemins, on commence à faire un bout de temps, hein, et il y a un moment, on va s'arrêter. Et c'est-à-dire qu'il ne faut pas que les mecs qui ont vendu leur boîte, qui ne sont plus en activité, continuent de s'occuper d'un syndicat parce que là, du coup, ils vont perdre pied, ils seront hors sol. Donc voilà, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, au-delà de cette question-là, c'est de lister quelles sont les problématiques qui peuvent être générées par le fait de ne pas être certifié.
pour pouvoir justement être transparent. Tous nos administrateurs à l'Alliance sont certifiés, hein. Ouais. Voilà, et c'est ce que Tous les adhérents sont certifiés. Toutes les entreprises qui adhèrent, y compris la mienne, à l'Alliance, sont des sociétés avec des hommes et des femmes certifiés. On fait ce métier-là. un certain Guy Barta, que vous connaissez bien et que je salue, nous précise, et il a raison, comme toujours, que le conseil d'administration est composé à 98% de diagnostiqueurs indépendants au sein donc de l'Alliance dont il fait du même parti. Voilà, bon, c'est ce qu'on pouvait dire sur cette représentation des diagnostiqueurs, mais décidément, qu'est-ce qu'elle évolue tout le temps, tout le temps, tout le temps, et on est dans une période là aussi de grandes, grandes mutations. L'autre sujet que je voulais, si vous voulez bien aborder avec vous, parce que c'est important pour les diagnostiqueurs, c'est ce contexte réglementaire. On en a dit déjà un petit mot, mais on parle de contexte réglementaire. Bien sûr, je pense au régime de certification DPE et de son extension audit. Ce nouveau régime qui, on le sait, on l'a déjà dit, de nombreuses fois est lourd, exigeant, coûteux à tel point que beaucoup de diagnostiqueurs, une grande partie, enfin une partie en tout cas d'entre eux, soit ont arrêté le métier carrément, hein, beaucoup arrêtent leur activité, on le voit bien hein, sur Diagactu, beaucoup de ventes de matériel, d'entreprises, etc., particulièrement en ce moment. Et puis certains aussi renoncent à l'audit énergétique parce que là aussi, pour des coûts évidemment exorbitants, en tout cas ce qu'ils considèrent eux exorbitants, un ras-le-bol de cette partie, d'une partie de la profession. Qu'est-ce qu'on peut, Yannick, leur répondre à ces diagnostiqueurs qui sont un peu exaspérés pour tout dire? Alors, deux choses. D'abord, Alain, Mm, on est dans un contexte de ralentissement économique certain. Donc, mm, forcément, on subit, nous tous, sur le terrain, des complications liées à justement un ralentissement de notre marché sur la vente immobilière, notamment, mais aussi par un peu capillarité sur la location. En fait, il faut savoir quand même que la profession qui existe depuis une vingtaine d'années, hein, 22 ans exactement, a été une profession de transition professionnelle, de reconversion. Et aujourd'hui, la pyramide des âges fait que beaucoup de diagnostiqueurs ont 62, 63, 65 ans, arrêtent leur activité. Et ça, il ne faut pas le négliger. Donc aujourd'hui, il y a des gens qui arrêtent parce qu'ils sont légitimement en droit de prendre leur retraite. Donc ça, on ne peut pas mm, l'opposer à notre marché. Après, il y a des constantes économiques qui font que certains aussi arrêtent parce que c'est difficile, parce que c'est très difficile. Des gens qui se sont lancés il y a 2, 3 ans et qui n'arrivent pas, qui n'ont pas pu malheureusement trouver des marchés dans leur territoire. Et puis, clairement, l'audit énergétique, moi, je ne suis pas d'accord avec toi quand tu dis que il y a une baisse de personnes qui sont en capacité de faire l'audit énergétique parce que le régime transitoire s'arrête au mois d'avril. avril, oui. Aujourd'hui, les carnets de commandes des organismes de certification et de formation sont pleins à craquer de nos collègues qui vont se reformer. Donc, je veux bien qu'on en reparle au mois d'avril pour voir le marché. Par contre, l'intérêt de la transition des E sur notre marché de diagnostic est une formidable opportunité qu'il faut qu'on saisisse tous. Et je crois, j'ai vu passer une question sur est-ce les solos sont morts? Non, parce que justement, là où on a besoin de solos, c'est dans les territoires, dans nos campagnes, au fin fond de nos régions, parce que partout où il y aura des biens, et je rappelle que les E représentent 15% du parc euh, de maisons individuelles, un peu plus de 15% du parc de maisons individuelles, c'est un marché colossal pour nos entreprises dans les territoires, au fin fond de nos campagnes. Donc, bien plus que la crainte du moment, il faut espérer que demain, et on peut être optimiste pour demain. Moi, je suis très confiant pour le mois de mai, juin, juillet. Ce webinaire est enregistré, on en reparlera en mai, juin, juillet, sur la capacité de nos entreprises, de nos indépendants, des solos, comme on les appelle parfois. Je trouve ça un petit peu, bon, pas très toujours valorisant, mais de nos diagnostiqueurs, de nos entrepreneurs sur le territoire, de faire de l'audit énergétique pour répondre à la loi climat résilience, qui est notre loi fédératrice aujourd'hui. Ouais, Lionel, sur ce régime de certification, vas-y, j'allais te couper. Non, non, mais alors, je vais répondre sur le régime de certification, mais je voulais juste revenir sur ce que vient de dire Yannick. Mm, Et c'est assez intéressant pour rebondir sur ce que vient de dire Yannick par rapport à ta première question qui dit, voilà, il y a beaucoup de pros, beaucoup d'indépendants ou beaucoup de boîtes qui se posent des questions. mm, Savoir, j'arrête, je balance, fais chier ce métier, c'est devenu ubuesque, ça ressemble à rien, on ne fait que payer, les clients veulent tout tout de suite. Enfin bon, hein. mm. On pense tous la même chose par moment en se disant, on arrête, ça sert à rien, c'est perdu. Ok. On est dans une logique entrepreneuriale. On a eu de la chance
depuis 25 ans, d'avoir un métier obligatoire sur lequel le commerce n'était pas principal et on avait des clients et des prestations à faire et ça se réalisait un peu tout seul. Puis petit à petit, la concurrence, le marché s'est mis en route. Euh, et puis, la complexité de la certification s'est mise en place, qui était nécessaire parce qu'il y a eu une montée en compétences. Aujourd'hui, je reconnais, on a quand même c'est quand même un bordel ambiant par rapport à la certification qu'il est nécessaire de revoir et d'ajuster parce que ça correspondait aussi à une demande enfin une demande, une photographie de la réalisation des DPE qui a été, sur lequel on a prouvé, on a démontré que les diagnostiqueurs ne pouvaient pas apporter la qualité escomptée. Donc il fallait pouvoir y répondre. Aujourd'hui, c'est allé trop loin. Il y a des ajustements. Mais ce que je veux dire, c'est que par rapport aux doutes qu'on peut avoir, et c'est là où les échanges entre professionnels, entre le moment où on va se dire, ben, j'arrête, ça ne vaut pas le coup de continuer, de pouvoir discuter avec des gens qui ont ces mêmes doutes, ces mêmes questions, de se projeter, de voir le questionnement d'une autre façon est vachement important. Et de pouvoir adhérer à une fédération, notamment comme l'Alliance, avec des gens qui ont le même profil. On est quand même plus de 80% à être des indépendants et des solos qui se posent des questions en disant bah, j'arrête. Non, il faut bien réfléchir parce qu'il y a du travail qui a été fait, investi pendant des années. Oui, on est à un tournant. Oui, il y a un problème conjoncturel qui fait que l'immobilier ralentit, que les travaux ralentissent, que tout ralentit. Il y a quand même un problème politique en France qui fait que de toute façon, les décisions ne sont pas prises et tout est ralenti. Pour autant, il y a un moment, ça va se passer. Il y a un moment, la certification est nécessaire, même si elle va s'arranger avec le temps. Mais il faut bien se poser les bonnes questions, de se dire, plutôt que d'arrêter du jour au lendemain, de discuter entre pros, de voir ce qu'ils feraient, ce qu'ils ont envie de faire. Et cet échange est important. C'était quoi la question? Non, je voulais qu'on revienne sur ce régime de certification qui est lourd, que certains aussi jugent inadapté, inefficace. Tu en as parlé. Est-ce on va pouvoir peut-être simplifier ce dispositif, le rendre moins coûteux et peut-être un peu plus efficient? Est-ce que vous avez des discussions avec les pouvoirs publics sur ces sujets-là? Est-ce que vous avez des actions prévues? Alors, il y a bah, déjà la fin de la période transitoire à attendre. On a commencé à remonter quelques chiffres parce qu'en fait, dès qu'on parle d'un sujet avec les pouvoirs publics, et c'est normal, ils veulent des remontées chiffrées Hmm. par la loi des grands nombres pour dire, OK, on va prendre une décision en conséquence. Euh, Aujourd'hui, l'idée, c'est qu'à la fois par les organismes, enfin surtout par les organismes de certification et de formation, de pouvoir remonter des chiffres avec l'ensemble des entreprises de diagnostic pour dire, voilà l'état des lieux après quelques mois de recertification ou de certification liée à l'audit ou au DPE. Et de pouvoir mesurer si ce qui a été mis en place est en mesure d'apporter les résultats escomptés, c'est-à-dire une montée en compétences, et d'autre part, de pouvoir maintenir à flot un certain nombre de professionnels pour pouvoir répondre à la demande. Parce que les pouvoirs publics ont deux demandes principales, c'est de dire, pouvez-vous répondre à la demande ambiante liée à vos prestations que sont le DPE et l'audit, premièrement, mais aussi avec une contingence de qualité, ce qui est normal. Bon. Est-ce qu'on répond à ces deux logiques par le biais du système aujourd'hui? Pas certain. Déjà, par rapport au ressenti qu'on peut avoir, on sent qu'il y a un certain nombre de professionnels qui se posent des questions et qui certains arrêtent. Et après, par rapport au niveau, pas au niveau des examens, mais par rapport à la façon dont c'est organisé, Hmm. il y a des ajustements à mettre en place et puis au Hmm. coût, parce que ça implique un coût qui est phénoménal, il y a des ajustements très clairs à mettre en place. Merci Lionel. Je voyais une question de Patrick Gombeau. Alors, Patrick Gombeau est l'un de ces diagnostiqueurs terrain qui a créé une association tout récemment, l'ONEDI, si je ne dis pas de bêtises, et qui vous dit, c'est une remarque qu'on voit souvent, c'est vous là, Yannick, Lionel, les présidents de Fédé, qui avez créé cette situation actuelle, puisque vous avez négocié ce régime avec les pouvoirs publics et vous l'avez validé. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça? Alors, c'est nous. Oui, bon, alors, c'est pas nous, mais je veux bien assumer
l'argument en disant mais c'est pas nous parce qu'il faut voir comment ça fonctionne. Et c'est là où c'est intéressant, il faut qu'ils viennent, qu'ils se rendent compte. C'est-à-dire que les textes de loi, on les reçoit au dernier moment. Donc Mm. on fait des propositions et soit les propositions sont retenues, soit elles ne sont pas retenues. Les moyens de pression, à partir du moment où vous êtes euh, 5 ou 6 représentants du diagnostic autour de la table, vous pouvez être certain que la personne qui va choisir, in fine, c'est les pouvoirs publics. Parce que de toute façon, autour de la table, vous n'en avez pas un qui est d'accord. Et il y a toujours quelqu'un qui va rajouter une petite chose et qui va permettre aux décideurs, in fine, bon, je vais choisir. Or, et c'est quelque chose qui est basique partout, à partir du moment où vous avez un représentant qui va parler au nom de tous. Là, la personne qui doit prendre la décision en face va se dire, OK, si je ne fais pas, si je ne vais pas dans le sens, je risque d'avoir un blocage. Là, demain, vous êtes les pouvoirs publics, vous devez choisir. Il est où le blocage? Il n'y en a pas. Ils ont la possibilité et ils ont fait pratiquement ce qu'ils ont voulu, même si, avec à l'époque CDI et avec Sidiane, il faut reconnaître, on s'est Mm. battu pour baisser le système, l'exigence liée à la recertification DPE, qui était pratiquement du double de ce qu'on a aujourd'hui. Mais on a prévenu qu'il y aurait un coût, ça a été mesuré, euh, mais ils ne nous ont pas écoutés. Mais vous êtes probablement plus fort que nous. Mais dans ce Non, cas-là, mais venez, pas de problème. c'est, Mais, c'est, mais, c'est, c'est nous donner mais vous, beaucoup c'est donner quand même plus d'importance que hum, doit avoir une fédération. C'est-à-dire que, en fait, il y a 20 ans, les pouvoirs publics, quand ils ont créé le diagnostic immobilier, je rappelle, pour être le tiers de confiance, hein, pour que pour protéger de certains la compréhension d'un bien immobilier, d'être sûr que la loi Carrez, qu'on achète bien à 100 mètres carrés et pas à 72, que l'électricité n'est pas défaillante, etc. On nous a créé pour protéger le consommateur. On ne nous a pas demandé notre avis. On a fait évoluer l'amiante, le plomb, le gaz, l'électricité encore il y a quelques années à la location, etc. On ne nous a pas demandé notre avis. On a créé la loi climat résilience. On a pu participer à des groupes de travail, mais on ne nous a pas demandé notre avis sur le calendrier. On ne nous a pas demandé notre avis sur les évolutions. Est-ce qu'on pouvait louer des F et des G, à quelle date, à quelle heure et à quel moment? On ne nous a pas demandé notre avis. Et on est dans la réaction. Donc, croire que en simplement disant il y a qu'à Faucon, on va y arriver, on va nous écouter, ça ne marche pas comme ça. Créer l'alliance, c'est créer un lobby. Donc moi, les associations qui se créent, je trouve ça formidable parce que c'est des gens qui ont de l'énergie, qui ont envie de faire bouger les choses dans le métier du diag qui a très fortement bougé depuis le 1er juillet 2021. Avant, on était beaucoup plus statique, on était plus ronron, on travaillait sur des évolutions à la marge de notre métier. Aujourd'hui, on est au cœur du réacteur. On est en train de devenir un des acteurs les plus importants du monde du logement. Et en effet, il faut qu'on arrête de subir une réglementation des prix, des certifications qui nous sont imposées. Alors, il n'y a qu'à Faucon, bah oui, il n'y a qu'à Faucon, il n'y a qu'à faire ci, il n'y a qu'à faire ça. Mais si on ne pèse pas politiquement une filière entière de 10 000 hommes et femmes certifiés, avec des entreprises qui sont réactives, qui font un travail qualitatif, qui sont à l'écoute de ces clients. Et c'est ce qu'on est, hein, parce qu'on nous critique beaucoup, mais on est d'abord des gens qualitatifs, à l'écoute des clients, sur le terrain. On est la profession qui sommes tous les jours dans des logements. On est la profession qui connaissons mieux les maisons de tous les Français. Mm. Ni les artisans du bâtiment, ni les agents immobiliers ne connaissent aussi bien les maisons et les appartements que nous. Et donc, à un moment donné, il faut clairement qu'on soit unis pour parler les yeux dans les yeux et pas en regardant vers le haut les pouvoirs publics et les fédérations qui sont nos prescripteurs dans le bâtiment ou dans l'immobilier. Voilà, c'est ça l'enjeu de cette fédération. Alors, s'il y a des choses à évoluer, on a fait évoluer les petites surfaces quand même, sur le DPE dans les petites surfaces. Ouais. On a fait évoluer les questions. Je rappelle qu'il y avait 80% des personnes qui passaient les recertifs dans l'audit énergétique qui échouaient. Là, on est plutôt sur du 50-50. On continue à travailler sur les questions, les photos, l'accompagnement des parcours de formation. Demain, peut-être sur des budgets de formation pour nos entreprises. Je rappelle que nos adhérents, qui soient dans des entreprises, je voulais éviter de dire solo, dans des entreprises ou indépendants, ils n'ont pas le droit à des budgets de formation. C'est scandaleux. On nous impose des formations énormes et on n'a pas le droit à des budgets de formation. Pourquoi? Bah parce qu'on n'existe pas. Mm. Vous imaginez qu'on n'a pas de convention collective, on n'a pas de diplôme, on n'a pas de représentativité fédérale. C'est ubuesque. Et c'est ça notre ambition. Et si on invite tout le monde, toutes les associations qui se créent, à venir travailler avec nous. Parce que c'est ensemble qu'on y arrivera.
Merci Yannick, il nous reste 10 minutes, hein. Je vois bon, les commentaires, chacun cite une association. Il y en a beaucoup, donc effectivement. Bon, je voulais qu'on on parle de ces DPE de complaisance, parce que c'est un sujet extrêmement médiatique. Ça, tout le monde le voit chaque jour depuis plusieurs semaines, notamment depuis la sortie de cette étude, entre guillemets, hein, je dis bien entre guillemets, de Carnot, une start-up qui a évoqué des chiffres assez hallucinants, de près de 21 milliards d'euros d'impact économique des fraudes qui seraient donc dues par les diagnostiqueurs lorsqu'ils arrangent, on va dire, entre guillemets, leur DPE. D'abord, Yannick, cette étude Carnot, qui pèse beaucoup et qui a été beaucoup relayée et qui participe à la dégradation, là encore, de notre image, hein, de la profession. Qu'en pensez précisément, Yannick? Là, je vais parler à titre perso, je trouve que c'est un scandale absolu. Ouais. Il y a un gars qui, on ne sait pas d'où il vient, il Ouais. jette à l'opprobre des milliards sur toute une profession en disant qu'on est des incapables et qu'on fait n'importe quoi et qu'on fait perdre de l'argent à toute une filière immobilière. C'est scandaleux parce que c'est pas étayé. C'est pas étayé par l'ADEME, c'est pas étayé par le conseil par les organismes publics et parapublics. Tout le monde trouve que ils vont trop loin et personne n'agit. On se jette l'opprobre et personne n'agit. Pourquoi? Parce qu'on est mité, on est dans des associations, on est tout seul, on est des solos, comme on dit, on n'a pas de représentativité. Et encore une fois, si l'Alliance était créée et si l'Alliance avait 1000 adhérents, 2000 adhérents, 5000 adhérents, si on était une force représentative, on aurait poursuivi cette association ou cette société pour diffamation. Diffamation sur les hommes et les femmes qui travaillent et sur notre offre de services. Et moi, je dis que ce genre d'amalgame qu'on fait nous fait vivre tous les 6 mois dans la presse, il y a ce genre de sujet. On se retrouve mis en exergue. Et là, il faut reconnaître que les pouvoirs publics sont derrière la filière du diagnostic parce qu'on nous protège, mine de rien, parce que ces gens-là peuvent mettre à mal toute une filière en arrêtant même l'existence même du diagnostic immobilier. Donc, il faut pouvoir agir contre eux, lutter et saisir les tribunaux judiciaires pour pouvoir arrêter de ce bashing contre les diagnostiqueurs qui devient insupportable. Ouais, Lionel, il y a vraiment un problème déontologique là au sein de la profession, notamment lors de la réalisation des DPE. Est-ce que c'est aussi massif que ça? Alors, alors, DPE de complaisance, à qui profite le crime? Enfin, il y a un moment, il faut essayer de remettre les choses dans l'axe. Euh, je pense que j'enfonce une porte ouverte en disant qu'on est responsable des informations qu'on rentre dans le DPE, Hmm. qu'elles sont transparentes, qu'on les voit en annexe du DPE, et que très facilement, on peut voir là où, en le comparant à un deuxième DPE sur un même bien, en voyant quelles sont les informations qui permettent de faire bouger la note et de voir s'il y a un DPE de complaisance. Donc, de toute façon, euh, c'est transparent. D'autre part, la mise en cause en termes de responsabilité est évidente et de toute façon est inscrite dans la loi. Donc, elle implique de fait le diagnostiqueur, elle implique de fait potentiellement le demandeur. Donc, bon, à la marge, il y en a peut-être, mais de dire que on est sur des montants pareils, d'autre part, que c'est la généralité, enfin, je veux dire, c'est complètement faux, d'une part. D'autre part, l'étude, elle se base sur quoi? Est-ce que les données prises en compte sont fiables? Est-ce qu'on a bien pris en compte les dispositifs les plus récents? Et il me semble, bien, quand on regarde bien dans le détail, que, en fait, déjà, statistiquement, c'est orienté. Donc, il y a un moment, il faut être sérieux. Et comme le disait Yannick, les pouvoirs publics n'ont pas pris au sérieux. Ils ont écouté, mais ils n'ont pas pris au sérieux cette étude. Et ils ont bien raison, parce que de toute façon, on est dans le raccourci et dans la communication. Malheureusement, les médias, eux, ont pris au sérieux cette étude qui a été, je disais, beaucoup relayée, Yannick. On nous prenait pour des incompétents depuis quelque temps déjà. Maintenant, on nous prend pour des professionnels qui manquent de déontologie. Qu'est-ce qu'on peut faire là? Comment est-ce qu'on peut restaurer cette confiance là, de cette image extrêmement dégradée de notre profession? Deux petites choses. D'abord, je Oui. remercie Thierry Marchand de la Oui. réponse qu'il a faite et qui a été moins médiatisée que l'étude de Canerpro. Tu vois, c'est ce qui prouve bien qu'on a encore du travail de lobby à faire et de représentativité de notre métier auprès des journaux. Donc, je vous invite à la lire et peut-être à Diagactu de la relayer si tu veux bien.
Parce qu'elle est très intéressante, très constructive et très positive. Mhm. Mhm. Après, clairement, je veux dire, à un moment donné, il faut aussi répondre œil pour œil, dent pour dent. Je veux dire, on nous attaque, il faut répondre. Il faut pas arrêter il faut arrêter de dire simplement, ah, ils sont méchants avec nous. Il faut aussi nous contrecarrer. Il faut qu'on puisse avoir un travail de lobby auprès des journalistes de l'univers du logement. Il faut qu'on puisse aussi saisir, je l'évoquais tout à l'heure, des tribunaux quand il y a des gens qui nous traînent dans la boue. Et puis, il faut aussi travailler avec les uns et les autres sur l'amélioration de nos process, la montée en formation de nos collaborateurs et ou de nos adhérents. Alors, et tout ça se fait avec des budgets. Et donc, une des grosses euh, premières marches que nous voulons faire gagner à notre filière, c'est aussi de pouvoir avoir accès à des budgets de formation continue pour nos indépendants, nos entreprises, nos salariés, afin qu'on puisse monter en compétence. Parce que sans formation, tout à l'heure, je prenais l'exemple des pilotes de ligne, j'ai été raillé sur les réseaux, bon voilà, c'est marrant, mais eux, ils ont des formations qui sont prises en charge. On donne des Mhm. budgets Mhm. parce que c'est une profession qui existe. Nous, notre profession n'a pas de budget ou très 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 peu de budget d'accès à la formation continue. Il faut qu'on puisse permettre aux uns et aux autres de se former tout au long de leur vie professionnelle. Et ça, c'est un des enjeux aussi qui permettra d'éviter des carences ou des échecs de certains. Merci Yannick. Il est 12h12. Lionel, un dernier mot peut-être sur ce sujet-là de notre image, hein, parce que c'est surtout, je trouve, l'image de notre profession qui est extrêmement dégradée. Et c'est des répercussions évidemment Non, sur les attends, métiers, sur les... excuse-moi Lionel, pardon. Non, c'est pas Vas-y. vrai, Alain. C'est pas vrai que l'image est dégradée parce que quand tu es sur le terrain, parfois on me reproche de ne pas être sur le terrain, mais bon, je suis sur le terrain. Mhm. Quand tu es sur le terrain et tu discutes avec des locataires, Mhm. tu discutes avec des acquéreurs, ils écoutent tous les diagnostiqueurs. C'est pas vrai. On a complètement changé la vision Alors, c'est pas les articles de presse qui font la vraie vie des vrais gens. La Mhm. vraie vie des gens, c'est les locataires qui nous appellent dans nos agences. C'est les propriétaires, futurs acquéreurs qui nous disent, oui, mais j'ai eu ça, comment vous pouvez m'expliquer, etc. On est devenu une pierre angulaire. Et je pense qu'aujourd'hui, on est plus appelé que d'autres et que les Bon, diagnostics plutôt, immobiliers, quand tu discutes avec les uns et les autres autour des tables, avant, personne ne parlait du DPE et personne ne parlait du diagnostic. Aujourd'hui, tout le monde en parle. Et vous avez tous autour de vous des amis qui vous ont dit un jour, ah, mais tiens, au fait, toi, tu es diagnostiqueur, j'ai ça, que je dois faire des travaux, qu'est-ce que je dois faire, etc. On est devenu important, mais ça fait que 2 ans. Donc là, c'est tous les enjeux justement du regroupement de notre métier. C'est de pouvoir parler enfin à ceux qui sont intéressants, c'est-à-dire ceux qui utilisent nos diagnostics, les locataires et les futurs acquéreurs. C'est pas ceux qui racontent n'importe quoi dans la presse. ouais, Yannick aussi, hein. Pardon, Lionel, tu es aussi sur cette vision plus positive que la mienne en tout cas. Et Oui. oui, parce que, alors, de toute façon, depuis qu'on existe, on a toujours été défoncé, hein. Alors, avec des pics Mhm. plus ou moins importants, donc ça, c'est clair. Et pour rebondir sur ce que vient de dire Yannick, euh, depuis pas mal d'années, on travaille avec l'UNIS, et je compte bien à ce qu'on travaille avec la FNAIM, hein, parce que c'est vachement important. Et là, je parle de mon expérience avec l'UNIS, où il y a des vrais échanges, où en fait, on a des professionnels de l'immobilier, qui soient agents immobiliers, administrateurs de biens, syndics, qui sont en questionnement, qui veulent des réponses techniques, et qui nous font confiance, et qui, par les réponses qu'on leur apporte, à la fois au quotidien, à la fois sur le terrain, à la fois sur des animations, euh, d'être, de, de voir plus clair dans la problématique du diagnostic, et puis de pouvoir le faire vivre parce qu'ils en ont besoin au quotidien et ils ont besoin de comprendre. Donc, auprès des clients que représentent les professionnels de l'immobilier, moi, je n'ai pas l'impression, alors certains vont le dire, mais très peu, et c'est une frange des professionnels assez faible, mais on est assez respecté et considéré par le boulot qu'on fait. Donc oui, oui, après, dans la presse, on aura toujours, bah, ça permet de vendre, hein. Il y a un moment, mais c'est pas la réalité. Et le terrain le prouve. Le terrain le prouve. Ouais, et puis une étude également, je salue Mathias Lovaglio, notre journaliste, qui met un lien sur cette étude tout récente là, qui montre que depuis l'entrée en vigueur du nouveau DPE, effectivement, le nombre de manipulations des DPE a baissé. Donc il y a une amélioration, effectivement, notamment à cause de l'opposabilité de ce DPE. Donc effectivement, ça vient un peu modérer, bien sûr, hein, cette étude Carnot qui a jeté quand même
d'eau propre tout de même sur notre profession. Voilà. Bah, merci Non, tous mais les deux. c'est bien de le dire, hein, parce que Oui. je vois le titre, là, je l'ai à côté, là, les effets de la réforme du diagnostic de performance énergétique ont amélioré la, la formation de nos DPE, etc. Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé du DPE, parce que c'est le sujet clivant actuellement, hein, Mhm. mais c'est pas que ça. Mhm. L'Alliance du Mhm. diagnostic. Notre métier, c'est pas que ça, c'est l'avant-travaux, les PMD, Oui, bien etc. sûr. Demain, les montants en compétences. Mais voilà, en 45 minutes, on peut pas tout faire. Et j'espère que tu nous réinviteras à exposer notre ambition dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines pour euh, convaincre et dire que c'est pas, on va pas continuer à subir tout le temps. C'est pas un fait établi que le diagnostic subisse la réglementation. On peut aussi l'anticiper et travailler pour avoir une vision. Et je remercie Lionel vraiment Ah, merci. du travail collaboratif qu'on fait parce que, et tous les administrateurs, parce que enfin, les gens qui nous voient de loin pensent qu'on est là dans des cercles politiques de pouvoir. Pas du tout. On est juste des hommes et des femmes dans des boîtes de diag qui avons envie de réfléchir ensemble. Et c'est super excitant d'être ensemble au quotidien et de faire avancer nos sujets. Lionel, un Juste une dernier mot petite peut-être? chose, un dernier Mhm. mot, un tout dernier mot. Mhm. Euh, donc, n'hésitez pas à adhérer à l'Alliance parce que c'est beaucoup de services, beaucoup de réponses techniques à des questionnements et c'est pas cher. Et d'autre part, c'est pas le coup. Je voudrais quand même qu'on remercie, enfin, remercier Yannick parce que l'année en effet qu'il a passée a été rude. Il y a eu une initiative et un courage important sur une prise d'indépendance et dans l'intérêt collectif. Donc je tenais à le saluer et aussi à l'ensemble euh, des adhérents de la CDI. Donc vraiment, vraiment merci. Euh, et on a tous intérêt de travailler ensemble et c'est vraiment, vraiment important. Bien, merci infiniment tous les deux d'en avoir pris ce temps-là ensemble là. On se retrouvera dans pas longtemps, le 20 mars, hein, à Paris, Parc Floral, pour les RVDI, hein. Donc évidemment, on vous retrouvera sur l'une des tables rondes qu'on est en train d'organiser. Je propose à tous les participants de s'y rendre, hein, ce rassemblement de la profession. Tous les ans, on se retrouve tous là au Parc Floral de Paris. Le 20 mars, ça sera jeudi 20 mars. Si vous voulez une invitation, vous allez sur le site Diagactu, tout en haut à gauche. Vous avez le logo RBDI, vous cliquez, vous remplissez le formulaire et vous serez invité gratuitement à ce salon. Voilà. Merci beaucoup tous les deux, encore une fois. Passez une très bonne journée. À très bientôt. Au revoir à tous. Merci. Au revoir.